Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation où on va parler majoritairement de Juke et de SQL. Donc déjà, merci d'être si nombreux, ça fait toujours plaisir de voir des personnes intéressées par ce type de sujet. Dans cette presse, je vais parler de mon expérience. Donc pour une fois, j'aime pas trop le faire, je vais me présenter au tout départ. Je suis Kevin, Google développeur expert sur la partie Kotlin et Google Cloud. Un peu de dev, un peu d'ops, hein, on va le voir. C'est spécialisé sur la partie CI/CD côté GitLab, contributeur open source, et je travaille chez Gradle. Gradle est extrêmement connu pour la partie Build Tool, qui est un outil fantastique que j'adore. Et en fait, chez Gradle, on va même plus loin que ça. On a comme vocation de fournir des outils, des éléments qui vont rendre les développeurs heureux. Donc je pense que c'est des choses qui peuvent vous intéresser. En fait, on s'intéresse énormément à la développeur productivity, expérience, engineering, vous le nommez comme vous voulez. Mais pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et on fournit, et je travaille sur ce projet, sur Gradle Enterprise, qui, comme son nom l'indique, on est compatible avec Gradle, Maven, Bazel. On vous donne les outils pour travailler votre outil de build, pour l'améliorer, pour voir les tests qui prennent du temps, les tâches qui sont lentes, les accélérer, et faire plein de choses, distribuer vos tests, les prédire en avance s'ils vont faire des fails et autres. C'est vraiment un outil génial, et en plus l'avantage c'est que nous on l'utilise à la maison. Donc je vous conseille, il y a une version gratuite que vous pouvez utiliser en ligne, et si vous voulez, à la fin, il y a un petit QR code que vous pourrez utiliser pour le tester. Mais une des choses importantes dans cet outil, c'est qu'on utilise Juke à l'intérieur, qui fait le lien avec cette présentation. Et pour remonter, pour moi, c'est une vieille photo, c'est là où j'ai fait mes études. Donc c'est un contexte assez intéressant, et c'est là où j'ai découvert pour la première fois, sur les bancs de la fac, le SQL. Et cette découverte-là, pour moi, a été assez particulière. En fait, le SQL se représentait très souvent avec des diagrammes de Venn comme ceci. C'est pas d'ailleurs la meilleure manière pour représenter du SQL. Et au fur et à mesure, en même temps, j'apprenais le Java, le C, le C++, et un langage de requête qui se lisait généralement de droite à gauche. Quand on apprend la programmation, c'était un peu bizarre. Donc pour moi, je me posais des questions. Et quand on doit faire des projets, implémenter des choses, je me servais au final plus de la database comme d'un data store, sans pour autant utiliser les super fonctionnalités de l'ADB. Donc une histoire d'amour qui démarre, mais qui démarre un peu mal pour moi. Et en même temps, j'ai une passion, on a parlé avec Niptech pendant la conf ce matin, une passion pour les podcasts. Alors, je ne fais pas moi-même des podcasts, mais j'ai développé une application qui gère les podcasts et qui sera le fil rouge de cette présentation. D'abord développé en Java 6, au fur et à mesure, projet perso, j'ai pu monter et migrer, donc Java 8 il y a pas mal d'années. Et en Java 8, j'ai découvert les nouveaux patterns. Certains les connaissaient déjà, la programmation fonctionnelle dans d'autres langages. Je le fais simplement en Java de mon point de vue. C'est pour moi, sans parler de fonctionnel, le passage de l'impératif au déclaratif. Vous voyez à gauche, moi ce genre de pattern-là, c'est chiant à écrire, c'est chiant à maintenir. Quand à droite, vous dites juste ce que vous voulez faire. C'est pour moi vraiment un shift qui a été important et amené par Java 8. Si je prends une analogie du monde réel, la différence entre l'impératif et le déclaratif, c'est si vous voulez faire un thé à la menthe, ici, c'est de l'impératif. Je vous donne les ingrédients, je vous donne la recette, vous allez le faire. Ok. Déclaratif, c'est un peu plus simple. Vous demandez un thé à la menthe. Vous ne savez pas, ou un thé à la pêche dans ce cas-là. Vous allez l'avoir et pas d'autres problèmes. Et en fait, pour moi, ça a vraiment été une épiphanie, une découverte de ce modèle-là, et que j'ai pu voir et appliquer dans d'autres domaines. Le cloud, c'est aujourd'hui, on voit du Kubernetes partout. Kubernetes est une plateforme et un langage, malgré le YAML, déclaratif. Vous ne dites pas comment faire les choses dans Kube, vous dites ce que vous voulez. Et c'est vraiment pour moi la chose qui fait que ça se démocratise. Ça a certaines barrières, mais c'est vraiment très intéressant. Et donc, il m'a fallu plus de 10 ans pour comprendre que le SQL, c'était la même chose. C'était les mêmes paradigmes que je voyais dans Cube, que je retrouvais aussi dans le SQL. Et on peut même aller plus loin entre le SQL et le Java. Vous avez un article que je vous invite à lire qui fait le lien entre ces concepts. On appelle une table, alors que dans Java, ce sera un stream de tuples. Select, distinct, join vont faire des maps, distinct, flat map. C'est vraiment des concepts que, si on arrive à faire ce mapping, on arrive un peu plus à comprendre si on n'a pas les bases nécessaires dans le SQL. Et donc, c'est vraiment là où j'ai décidé de me dire je vais utiliser le SQL dans mes applications et l'utiliser de la meilleure des manières. En Java, pour faire du SQL, on peut se poser la question de comment.
La première solution, c'est JDBC. Ça reste la base dans le modèle Java. Là, vous voyez un exemple d'utilisation de code avec du JDBC. C'est du Java 17, ça compile, hein, même 18 si vous voulez. Et on voit qu'avec JDBC, il y a certaines complications. Déjà, on est obligé de gérer les strings pour faire des requêtes. On a une notion de curseur dans l'espace. On répète les noms des champs entre le moment où on fait la requête et le moment où on récupère les résultats. C'est quelque chose de complexe à utiliser. Mais ça, c'est complexe, pourquoi? Parce que c'est vieux. C'est quelque chose, JDBC, qui date. C'est l'année de sortie du deuxième Jurassic Park. On en a 6 maintenant, si on avait cru qu'on allait aller jusque-là. C'est Java 1.1. C'est une API qui est l'une des plus importantes pour moi et fondatrice du succès de Java. C'est l'une des plus supportées. On fait de la DB, mais pas que. Il y a plein de trucs qui utilisent JDBC alors qu'ils n'ont pas de DB derrière. Mais c'est une manière d'interagir avec des systèmes externes. Mais ça a été pensé pour être de la tuyauterie bas niveau. Ce n'est pas quelque chose fait normalement pour autre chose que d'autres librairies. Et donc, on voit qu'on a cet élément, donc la database, et on parle de driver JDBC, donc à quel point c'est bas niveau, c'est la dernière étape avant de se connecter avec notre DB. Pour cette presse, alors j'ai dit que je parlais de l'histoire et de mon parcours, ça, je ne l'ai pas par chance utilisé en prod. Et je dis félicitations à ceux qui l'ont fait, parce que c'était une belle galère. J'ai essayé pour cette présentation de faire tourner l'exemple que je voulais, et j'ai abandonné parce que ça avait peu d'intérêt et c'était trop complexe. Donc, on voit avec les EJB, la logique c'était on créait des interfaces, on étendait des objets. On va voir que ça c'est revenu un peu à la mode récemment. Mais on avait aussi beaucoup de XML avec de la définition. Et derrière, on avait des requêtes. Mais vous le voyez, déjà à l'époque, on s'était dit, bah, c'est pas du SQL. On va créer une surcouche au SQL parce que le SQL déjà de l'époque pouvait sembler ne pas suffire. On va créer le EJBQL. Pour moi, déjà, c'est une fausse bonne idée. Et en plus, bah, la joie des application servers, on a tiré toutes les briques. Donc, pour simplement parler à la DB, on avait tout ça dans notre environnement. Un peu compliqué. Moi, perso, là, j'ai abandonné le test de cette partie-là et j'ai essayé d'autres choses. Et ce qui est sorti de cet univers-là, de cet écosystème, c'est les ORM. Donc, l'idée était de faciliter avec du Hibernate, Eclipse Link, OpenJPA, de faciliter l'interaction à la DB, qui était un des côtés sexy du monde EJB, mais de l'avoir sans les contraintes de l'application server. Donc, déjà, JDBC était utilisé un peu plus comme il avait été pensé par une brique applicative qui va absoudre les complexités qui sont à l'intérieur. Et comme en Java, on aime les standards, vous connaissez tous ce XKCD. Alors là, c'est un standard qui n'a pas fait un énième, hein, c'est un standard qui a bien pris. On a eu JPA. Et JPA, donc, vient au-dessus de l'ORM, pas en remplacement. C'est au moins une bonne chose là-dessus. Et l'utilisation de JPA que vous devez connaître, hein, qui est le fait d'utiliser des bins, des Java bins, avec des objets, des annotations et vraiment tout ce qui fait un Java bin est énormément important, les equals et hashcode qui sont utilisés par JPA et les ORM à l'intérieur. Et en fait, c'est là où on voit qu'on est object first. Les développeurs des frameworks type Hibernate et autres vont vous conseiller de développer votre DB et ensuite de générer vos objets à partir de ça. Mais ils savent faire l'inverse. Je peux vous dire que tous les projets en prod que j'ai vus, sur lesquels j'ai travaillé par le passé, utilisaient leur modèle objet pour générer leur DB, par manque de connaissances, de temps ou autre. Et donc, on était en object first. C'est bien de générer ces objets, c'est aussi bien de requêter la DB. Donc on va voir que dans ce domaine-là, il y avait plusieurs méthodes de requêtage. La première, c'est du JPQL, ce qui existait en JBQL, on l'a un peu translaté. Donc encore une fois, ce n'est pas du SQL. Et c'est des strings qu'on va mettre dans des objets pour des criteria query. Et ce n'est pas type safe, c'est au développeur de dire, bon, bah, ce truc-là, ça retournera ce truc-là, qui sont les objets qu'on a définis en tant qu'entité avant. Autre initiative qui était intéressante sur le papier et au départ, c'était les criteria query sur ce modèle-là, où vous allez pouvoir construire avec une DSL Java
des requêtes. Mais l'API, je pense qu'elle n'était pas prête, sèche, ou pas assez de travail dessus, donc c'était bizarre. Déjà, on avait des choses où c'était pas du SQL, mais ça voulait ressembler à du SQL. Moi, désolé, un select qui prend en paramètre le résultat du from pour ensuite faire un where, select where, ça me fait toujours bizarre. Et en plus, il y avait de la répétition. Les noms des champs, des colonnes et tout, bah, vous étiez obligé de les répéter. Vous pouviez générer des classes à partir de vos objets, mais encore une fois, c'était object first. Si votre DB changeait, bah, votre code ne changeait pas, et donc vous aviez des erreurs à runtime, ce qu'il faut éviter. Donc JPQL s'additionne à tout le reste. Donc encore une fois, on voit tout ce qu'on est obligé de traverser pour faire une requête. L'exemple de base avec un find one, c'est bien, mais avec deux entités, c'est là où pour moi le mot-clé join au niveau SQL est remplacé par des many to one et one to many, qui sont les choses qu'on voit le plus sur Stack Overflow en termes de questions et de problèmes. Moi, c'est vraiment le problème des annotations partout et où on ne sait plus ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas. Et quelqu'un vient changer dans votre code juste une annotation, celle-ci elle fait du mal, ou vous pouvez, sans le vouloir, loader l'intégralité de la DB pour une requête. C'est juste fou d'avoir ce genre de choses. C'est quasiment impossible à tester. C'est des side effects. Quand on aime la programmation fonctionnelle, ou au moins ce qu'on fait dans notre code, on aime bien savoir les inputs et les outputs. Ici, c'est que du side effect. Et des fois, les requêtes s'adaptent en fonction des datas. Donc vous pouvez avoir un truc qui marche très bien en dev parce qu'il n'y a jamais personne qui a mis la jointure ou une data qui fait la jointure entre deux tables. Ben, ça marchait très bien en dev. En prod, vous avez une donnée qui du jour au lendemain peut tout péter. Moi, encore une fois, ça ne me va pas. Et puisqu'on avait ces problèmes-là, on s'est dit, en JPA 2.1, on va fournir un truc qui va permettre les names d'entity graph. Pourquoi, je ne sais pas. On va faire des requêtes qui vont permettre de fetcher de manière eager ou lazy des choses à différents niveaux. Tout ça pour remplacer le mot-clé join. Je ne sais pas, en termes de code, je préfère écrire 4 lettres que tout ça. Et le tester, c'est encore plus chiant. Donc vraiment, pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir tant de complexité pour simplement récupérer de la DB? Un ORM, de mon point de vue, je suis peut-être trop leste, qu'il y a un message subliminal dans ce slide, les ORM, on essaye de régler des problèmes avec qu'on n'aurait pas eu si on ne les avait pas utilisés. Les ORM veulent nous aider sur certaines choses, par exemple sur la database layer, on peut changer d'ORM. Je ne sais pas vous, mais changer d'ORM, ce n'est pas le truc que j'ai envie de faire le plus souvent. Généralement, les projets sont abandonnés avant qu'on se dise on va changer l'ORM, ou changer de database. Ben ouais, vous pouvez changer de database, mais vous inquiétez pas, vous aurez quand même de la maintenance à faire pour migrer vos datas, pour adapter votre modèle, parce que peut-être que le type que vous utilisiez avec la BDD précédente n'est pas présente sur la nouvelle, donc vous allez de toute façon avoir du travail à faire. Donc ces deux features fournies par les ORM, pour moi, elles ne valent pas la complexité que le système amène. Et si on veut aller plus loin encore, ben, y a des frameworks qui sont top, Spring Data JPA, Micronaut Data, Quarkus Panache, qui vont fournir encore des abstractions au-dessus. Vraiment, en termes d'ingénierie, ils sont très bons. Mais pour moi, ils vont faire des choses qui ne me conviennent pas. Ça veut dire que vous allez avoir des choses qui vont se passer à compile time ou à un runtime. C'est le pire, hein, le runtime. Vous allez avoir le fail en prod quand quelqu'un va appeler ce bout de code. Et ça va se baser sur des conventions. Donc si vous regardez, ça ressemble aux JB hein, quand on y pense. On hérite d'un objet, donc ça permet de créer la requête. À gauche et à droite, c'est la même requête hein, qui va être faite. L'objet ici est utilisé dans le from. Le nom de la méthode et les paramètres, ça va faire le where. Et le type de retour va faire la valeur du select. Je ne sais pas vous, encore une fois, je préfère écrire le truc à droite. Il est plus simple à écrire, il y a moins de code, il y a moins de magie, il y a moins d'indirection aussi dans les stack traces, et c'est plus simple à utiliser à la fin. Donc, tout ça pour dire qu'on a tellement de problèmes et de choses entre notre code métier et la DB que forcément ça en devient complexe. Et il y a plus de 11 ans, déjà une question sur Stack Overflow, c'était quoi votre ORM préféré? La question a été posée et une réponse qui date de 2009, comme quoi hein, on savait déjà les problèmes. Réponse de 2009, c'est juste arrêter d'utiliser des URM, utilisez JDBC, ça suffira à vos problèmes. Alors il y a eu d'autres alternatives avec du Spring JDBC ou ce genre de choses pour avoir un petit peu de tuyauterie au-dessus, mais voilà, keep it simple, ça fait du bien. Et donc pour moi, dans cette présentation, on va mettre de côté ces éléments-là et on va voir, qui sont majoritairement utilisés, hein, et on va remettre le SQL au centre parce que ça va nous faciliter la vie dans nos développements. Et donc on va jeter tous ces éléments-là
Et on va pouvoir, au-dessus de notre driver JDBC, juste mettre la DSL de Jook. Alors je dis JDBC, mais c'est compatible R2DBC aussi, si vous voulez faire du réactif. Et on va mettre Jook pour travailler tous les jours. Et donc Jook va vraiment être là pour simplifier votre vie. C'est juste une DSL, et le juste est un grand mot, hein, juste une DSL Java pour faire du SQL. On n'aura quasiment pas plus. Si vous regardez cette requête, elle est assez basique, hein. Je prends 3 champs de la table podcast et je les ordonne. Ok, ça c'est la requête SQL. Voici la requête Jook. Il y a peu de changements entre les deux. Je fais des allers-retours. Donc dans du code, ça va donner ça. Ici, bon, je crée mes différents champs, ID, title et machin, et URL, et je vais les caster pour avoir le typage. Et derrière, je fais ma requête, vous voyez, un query, select from order by. Je fetch, et derrière, je map ça dans un objet. Cet objet peut être un record, savoir que les records ne sont pas compatibles avec les ORM, peut être un record, peut être ce que je veux, je peux avoir plein de types et d'objets en sortie, c'est une fonction de mapping simple. Donc si vous connaissez le SQL, déjà, vous connaissez Jook, parce que l'API de Jook, c'est du SQL. Mais l'exemple que je viens de vous montrer, il n'est pas type safe, parce que vous avez vu, il y a des castes à certains endroits. C'est dans l'API. Mais c'est parce que Jook, il est database first. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser Jook, vous allez générer du code à partir de votre modèle de DB. Jook met à disposition un générateur que vous allez configurer soit dans votre CI, soit dans votre outil de build favori. Jook, ce générateur va se connecter à une DB que vous allez peut-être monter pour l'occasion ou peut-être pointer sur la prod, c'est un peu risqué. Et derrière, extraire le schéma information pour tirer de la data et générer des classes Java. Il ne génère pas du code compilé, il génère du vrai code Java. Et petit tips, utilisez, si vous faites de la prod avec du SQL, utilisez un outil de versionning de DB. C'est juste primordial. Vous ne pouvez pas faire de la prod et modifier le modèle de données sans ce genre de choses. Faites votre choix, les deux sont très bons, il n'y a pas de favoritisme. Et le générateur de Jook, il est disponible dans plein de plateformes. Java en CLI standard, Java jar et vous lancez le truc, Ant, Maven, Gradle, pour vous dire, la version aujourd'hui du générateur Gradle est développée par des personnes de chez Gradle. Et il génère du code en Java, en Scala ou en Kotlin. Donc vous avez le choix encore une fois sur ce que vous voulez faire. Et il tire les avantages des différents langages. En Kotlin, vous avez toute la partie null safety qui apparaît aussi à ce niveau-là. Et donc si on regarde avec ce code généré, notre requête de tout à l'heure, ça va ressembler. On va passer de ça à ça. Pas beaucoup de différence encore, on parle quasiment que de parenthèses, hein. Et derrière, dans mon code, je vais pouvoir coder juste ça. Et je vois ma requête. Je sais ce qu'elle va faire et je sais comment l'utiliser. Et vous voyez ces objets-là, ici, podcast ID, podcast title, ce sont juste des imports statiques qui viennent du code généré. Dans la DSL de Jook, il y a plein de fonctions utilitaires. Donc là, sur un find one, j'ai un fetch optional. Le système va automatiquement me fournir quelque chose et le mapper s'il y est. Sinon, il va me retourner un optional empty. Ce qui est super pratique en termes de développement. On a tout. La librairie est immense et vous fournit plein de méthodes utilitaires pour ça. Donc, est-ce que c'est réellement type safe cette fois-ci? Mais en fait, si on regarde, et j'ai pas peur de dire que ce projet de génération de code côté Jook est l'un des projets qui utilise le plus la généricité côté Java. Donc, tous les types derrière vont porter de l'information. Donc ici, avec un type générique sur l'UID dans cet exemple, qui va permettre de valider que ce que vous allez faire avec ça est bien lié à un UID, ou une string, ou un integer, peu importe. Mais vous allez avoir cette information du typage. Et donc, quand on va l'utiliser, ça va vraiment être type safe. Ça veut dire qu'ici, j'ai un ID, je pourrais le passer à mon equal sur le podcast.id equal ID. Si je mets une string, alors je ne vous sors pas l'IDE juste pour un exemple, mais vous allez avoir l'IDE qui va vous engueuler avec la raison de ça, c'est pas le bon type. Et si vous lancez la compilation, vous allez voir cette erreur tout de suite. Vous n'allez pas attendre que ça pète en prod. Et ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Si on regarde, un des défauts aussi des ORM, c'est les requêtes qui sont générées à partir de ça. Mais avec Jook, déjà que les requêtes codées ressemblent beaucoup à ce que vous allez sortir à la fin, mais là, si on prend celle-ci, pour un fetch, avec un fetch optional et sur un find one, la requête du prepare statement, ça va être ça. Donc ça, on a l'habitude de les avoir avec les ORM, il y a des fonctions pour les avoir. Mais avec Jook, vous pouvez avoir aussi les query parameters sans aucune modification dans le framework. Vous allez avoir cette requête qui va être mise à disposition si vous en avez besoin.
En fait, tout ça, c'est super pratique en dev parce que vous allez, si vous avez, je pense qu'on les a tous, hein, une librairie de logging standard, vous allez pouvoir, si Juke va la trouver dans le ClassPass et va vous imprimer ça sur la sortie standard si vous mettez Juke en debug et avoir un tableau qui me dit la liste des résultats de la requête qui a été faite, c'est juste pour moi la killing feature. Quand j'oublie le debug, je suis perdu et là au moins, j'ai même pas besoin de copier la requête dans mon IDE favori de DB, je reste dans mon environnement de développement. Encore une fois, en développeur productivity, c'est top. Et pour être juste sur la comparaison, on va le faire avec 2 tables maintenant. 2 tables, il n'y a pas de magie, ça va être juste une jointure. On va analyser la requête précisément. Déjà, 2 tables, je n'ai pas besoin de tirer tous les champs de mes 2 entités. Je récupère les champs dont j'ai besoin. C'est assez simple, hein. Là, j'ai besoin de 3 champs de podcast, 3 champs sur cover. Je prends juste ça. Je fais ma jointure, from podcast, inner join, la cover, et je mets la condition de jointure. Assez simple. Et derrière, ça, je peux le mapper sur n'importe quel type d'objet. Je ne suis pas limité au type des entités comme on les a avec l'ORM. Donc là, j'ai créé un autre record avec une classe, une inner class qui me permet d'avoir mon podcast with cover et sa cover associée. Et je fais mon mapping assez simplement. Donc, c'est juste du standard SQL qui va être mappé sur des requêtes SQL. Et on pourrait se dire que c'est ennuyeux. Et je le reconnais, oui, c'est ennuyeux, ce genre de choses. Mais la data, c'est la chose la plus importante dans notre métier. C'est généralement, on peut perdre notre appli, on sera capable de la recompiler, de la redéployer. Si vous perdez votre data, vos clients, ils vont gueuler. Et généralement, il y a des boîtes qui coulent quand elles perdent leur data. Moi, je ne veux pas avoir des trucs magiques sur ma gestion de data. Je veux des trucs simples qui marchent. Et ça, c'est vraiment top. J'ai pas peur à chaque upgrade de ce que va faire le framework. Mais par contre, on peut faire quelques petites choses sexy pour nous faciliter la vie. Par exemple, puisque Juke est database first, il connaît les liens entre vos tables. Donc il sait que la table podcast ici a une clé étrangère vers la table cover. Donc vous allez pouvoir utiliser une syntaxe sur la table statique, sur l'import statique, encore une fois, podcast.cover.url. Et donc, vous allez pouvoir juste déclarer le from et Juke sera à même de faire la jointure qui va bien en fonction des valeurs pour faire cette jointure. Le résultat est exactement le même qu'au coup d'avant. Donc vraiment juste un sucre syntaxique. Et pour les relations NM, c'est le cas le plus compliqué en SQL parce que vous allez avoir la répétition. Dans mon cas, j'ai plusieurs podcasts qui pointent vers plusieurs items. Donc, ce slide pourrait avoir à lui seul une présentation de 45 minutes. Je vais vous la faire très courte. C'est la notion de multiset. Si vous avez un podcast qui a plusieurs objets ici, je vais pouvoir utiliser le multiset qui est dans l'API de Juke et une sous-requête. Donc cette sous-requête est extrêmement basique et va utiliser un attribut de mon podcast, ici le podcast ID. Et je vais pouvoir le mapper. Alors attention ici, item, c'est juste pour du debug, c'est un préfixe qu'utilisera Juke dans ses requêtes. Super pratique quand vous analysez derrière les requêtes générées pour savoir sur quel multiset vous travaillez. Et Juke va automatiquement faire, alors je lui fournis, le mapping sur cette sous-entité avec le podcast item. Vous avez le record en bas. Et d'ailleurs, j'oublie d'avancer sur le slide. Donc là, ça va vraiment être la partie mapping sur cet objet-là. Et à la fin, la partie mapping sur l'objet global. Vous voyez, il n'y a aucun mapping qui est fait. Et j'arrive à la fin à avoir un objet podcast avec une collection d'items associés. Sans m'être pris la tête à faire des gros bails, à dédupliquer la partie podcast et tout. C'est vraiment super d'utiliser ça. C'est dispo depuis la 3.15. C'est une killing feature. La requête utilisée à la fin, c'est ça. Donc ça va utiliser les fonctionnalités de votre DB avec du JSON ou du XML pour faire des sous-requêtes et derrière faire ce parsing et vous fournir la data. C'est fait par Juke, vous ne prenez pas la tête avec et derrière vous avez ce genre de choses qui va faciliter votre code. Mais on peut se dire, si ma DB ne supporte pas une certaine chose, par exemple, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait un limite 3. Ce limite 3, on sait que c'est disponible dans MySQL, MariaDB, Postgre. C'est le standard SQL. Mais par contre, sur SQL Server, c'est un top 3. Juke va convertir ce mot-clé limite que vous avez utilisé en un top 3 quand vous êtes sur SQL Server. Et si vous êtes sur une vieille version d'Oracle, ils l'ont fait corriger, je crois, il y a 2 ans maintenant, qui ne connaissait ni limite ni top, ça va automatiquement générer un truc comme ça en utilisant les row numbers pour faire un filtre qui va bien pour vos requêtes. Mais vous, en termes de développeur, vous utilisez du SQL standard. Et l'avantage, c'est que Oracle implémente la nouvelle fonctionnalité,
Juke utilisera le limit et ne générera plus les row-numbers comme il le faisait. Donc vraiment top d'avoir ce genre de choses. Mais on peut aussi l'avoir dans l'autre sens. Des choses qui ne sont pas encore ou ne seront jamais standards dans du SQL peuvent être faites avec Juke. Perso, pour les inserts, moi j'ai toujours cette syntaxe un peu bizarre d'insert où déjà les paramètres ordonnés, je trouve que c'est super chiant, surtout si on a envie pour une raison ou pour une autre de placer un paramètre pas à la fin mais au milieu, on est obligé de tout réordonner. Si on a 2 strings consécutives, on risque de se tromper. J'aime pas cette syntaxe. Quand on l'exécute, ça donne ça. Il y a des syntaxes qui existent chez MySQL et MariaDB qui ressemblent à de l'update, mais qui est en fait de l'insert. Ça, vous allez pouvoir l'utiliser directement avec Juke. Et donc là, c'est set, le nom de la colonne, la valeur. Et à la fin, dans PG, par exemple, j'aurai la même requête générée. Donc j'utilise une syntaxe qui me facilite la vie, qui me facilite les devs, qui est plus facile à analyser. Et Juke génère un truc qui est standard dans ma DB à la fin. Et Juke peut même émuler des choses qui sont non standards pour, encore une fois, vous faciliter la vie. Par exemple, je vois très souvent des round trips ou des transactions ouvertes pour faire un check dans la DB si un truc est présent. S'il est présent, on l'update. Sinon, on le crée. Là, vous avez des choses qui sont non standards, certes, mais disponibles, par exemple sur PG encore, qui on duplicate key, tu fais un update plutôt. Ou bien, si tu as un conflit sur une unicité de clé, tu fais autre chose. Ça va marcher dans certains environnements, dans Postgre, et ça va être émulé dans d'autres avec d'autres méthodes faites par Juke. Ça, c'est une requête qui marche en intégralité. Et c'est super pratique parce que vous ne payez pas les transactions, les round trips au niveau de votre requête SQL. Donc, vous bénéficiez de la performance du moteur de données. Donc, Juke est vraiment là pour devenir votre meilleur ami lors du développement SQL. Mais très souvent, on me répond « Bah oui, mais bon, j'ai un petit CRUD à faire, j'ai un truc rapide, j'ai besoin, le super framework à la mode, il suffit. Et c'est qu'une POC, vous inquiétez pas, elle partira jamais en prod. » Ouais, mais moi, ça me suffit pas. C'est pas type safe. Ça veut dire que j'aurai peut-être l'effet démo avec le cas qu'on m'a demandé, que j'avais jamais testé et qui va péter. Dans Juke, en fait, on n'est pas obligé de tout le temps de faire des requêtes. On peut utiliser les trucs alternatifs. Les Active Records, c'est quelque chose qui va être généré, qui sera toujours là. D'ailleurs, les requêtes SQL retournent des Active Records. Et sur ces records, en fait, un record va cette fois-ci vraiment représenter une ligne dans votre base de données. Et vous allez pouvoir générer un record, l'hydrater en fonction des données qui sont dans la DB, et derrière pouvoir avoir les datas très facilement. Donc vous loadez une ligne, les clés primaires étrangères, vous vous débrouillez. Ce n'est pas le framework qui le fera pour vous. Et ça, pour du select, de l'update, du delete, vous avez plein de méthodes utilitaires, c'est hyper complet. Vous pouvez les utiliser et ça, vous le laissez dans votre couche métier d'accès à la donnée. C'est vraiment fait que pour ça. Et d'autres utilisent les DAO. Alors, c'est encore un niveau au-dessus. Si vous êtes avec le générateur officiel, c'est juste un booléen à activer. Et vous allez avoir du code généré. Encore une fois, ce n'est pas du bytecode, ce n'est pas des choses compilées après. C'est du code généré pour vous. Donc ça ressemble beaucoup aux objets qu'on utilise avec JPA, par exemple. Vous pouvez même avoir les annotations JPA qui viennent automatiquement dessus, si vous voulez avoir Juke qui génère tout ça, et qui derrière vous permet d'utiliser et Hibernate, et JPA, et Juke. Et vous allez avoir des repositories qui vont ressembler à ceux qu'on a vus dans les autres frameworks, mais qui, eux, encore une fois, sont implémentés directement. Vous pouvez aller lire le code de la requête qui va être générée, avec plein de méthodes utilitaires en fonction des critères et des objets que vous avez. Et derrière, vous pouvez l'annoter avec le @repository, par exemple, et l'utiliser en tant que bin. Derrière, cet objet va fonctionner comme n'importe quel repository, et vous allez loader la data et pouvoir faire des checks dessus. Et plein de fonctions utilitaires, c'est une chose, mais en plus, ça fonctionne avec les records. Donc, vous avez tout l'avantage des records et des repositories si vous voulez moins vous prendre la tête sur certaines choses. Mais pour moi, je préfère le SQL. En fait, je préfère cette DSL SQL parce que c'est quelque chose qui va avoir une infinité de possibilités. Je ne vais pas être cantonné à mes objets métiers ou à mes objets comme je les ai décrits. Et donc, il y a tellement de choses à faire et en plus, on peut optimiser pour avoir des choses extrêmement performantes que c'est quelque chose dans lequel je me retrouve et sur lequel j'arrive vraiment à construire des choses qui vont être vraiment très intéressantes pour la suite. Si on prend un exemple sur mon application de podcast, c'est
un moteur de recherche. Donc le moteur de recherche, c'est quasiment le meilleur truc pour faire une implémentation de requête SQL. Ce moteur de recherche, on pourrait dire qu'il est un peu basique, hein. J'ai un champ qui va aller fouiller dans plusieurs champs de la DB. J'ai un ensemble de tags. Les tags ne sont pas sur les items que je cherche, ils sont sur le podcast qui est lié à l'item, donc à 2 tables d'écart. Des informations liées au statut ou des informations liées à la pagination et à l'ordonnancement dans la DB. Et en plus, cette recherche peut être globale ou spécifique à un podcast. Je cherche sur le podcast Niptech par exemple, ou je cherche dans toute ma base de données de podcasts. Et donc ça, on va voir, donc pour déjà développer ça, il faut que vous ayez en tête le modèle de données. Oui, c'est quelque chose qui peut être compliqué à prendre en compte quand on a des applications complexes, mais ici, vous voyez, l'application est assez simple. Donc c'est que vous manipuliez des objets Java avec une grappe de 500 objets ou 500 tables, dans le fond, c'est un peu le même problème. Donc là, 4 objets, une table de jointure NM, pas de choses très complexes. Et on va implémenter cette recherche. Là, vous voyez que tous les champs de ma UI sont en fait des paramètres de ma fonction search. Donc pas énormément de complexité à ce niveau-là. Et on va construire la condition du where pour l'instant. Donc cette condition, ça va être assez pratique. On va utiliser les valeurs et on va checker. Si la valeur de recherche de query est vide, tu prends une non-condition. C'est un peu le 1 égale 1 dans le monde joke. Sinon, on va créer la condition, item ID, description, machin, contient in your case la valeur, ou le titre contient la valeur de la même manière. Ok, là j'ai ma première condition. Deuxième sur les tags, là elle est un peu plus compliquée parce que j'ai été feignant niveau vue, j'envoie le nom et pas l'ID, ce qui est une très mauvaise chose, donc je suis obligé de faire une pré-requête pour récupérer les ID, et ensuite je vais construire, alors là c'est un petit cas un peu complexe ici, je vais construire la requête, un ensemble de prédicats qui va me dire cet ID et is in la table de jointure en suivant le lien par l'item, son podcast, puis son tag. Donc ça, j'en aurai un certain ensemble en fonction de ce que la personne a saisi dans la UI. Et je vais faire un reduce, donc avec une non-condition de départ, et tous les ID qui m'ont été fournis, je vais faire un end dessus. On verra ce que ça génère après. Les 2 derniers, ils sont assez simples. Encore une fois, si j'ai une data, je fais quelque chose. Si je n'ai pas de data, je mets une non-condition. Et toutes ces conditions que je viens de créer, je vais les agglomérer. Donc, ça va me faire un end de toutes mes conditions. Donc déjà, vous voyez que par rapport à du JDBC, je n'ai pas besoin de manipuler de la string. Je manipule vraiment des objets sur lesquels je vais être assuré d'être type safe. Et à la fin, donc, j'ai cette condition. Cette condition, je vais pouvoir l'utiliser. Première chose, avec d'autres systèmes, on aurait le système et les ORM, par exemple, ont tendance à aller fetcher la data, puis la filtrer. Dans mon cas, j'ai peut-être des dizaines de milliers de podcasts, et la jointure avec d'items, la jointure avec les podcasts et les covers, elle va être chiante parce que ça veut dire que je vais faire des relations qui vont être complexes pour ensuite filtrer. Dans une page, j'ai que 12 résultats. Donc si je veux optimiser les choses, je vais d'abord récupérer mes 12 résultats correspondants et ensuite faire cette jointure. Donc là, c'est ma première partie où je vais chercher juste mes items. Et là, vous voyez qu'il n'y a que des items, des éléments d'items, il n'y a pas de jointure dans ce cas-là. Et ensuite, ce résultat précédent, je vais le réutiliser. Je vais reprendre tous les champs, vous le voyez au-dessus, et faire cette jointure, cette fois-ci sur 12 éléments. Donc vous imaginez bien qu'une jointure avec 12 éléments, ça va beaucoup plus vite. Et je vais pouvoir mapper ça dans n'importe quel type d'objet pour transférer ça à ma vue. Et vu que je fais de la pagination, j'ai aussi besoin d'informations supplémentaires. Imaginez qu'en fonction des critères, j'ai pas 800 pages, mais j'en ai plus que 8. Ben là, je vais pouvoir réutiliser ma condition qu'on a vue au coup d'avant, qu'on a construit ensemble, pour faire une requête qui va me dire bah, tiens, tu es à tel endroit dans ta pagination. Techniquement, les paginations comme ça, ce n'est pas une bonne méthode, mais dans mon cas, je n'ai pas assez de données pour que ça devienne contraignant, donc j'ai encore cette fonctionnalité. Et ce que ça va générer après, c'est une requête qui va tout faire. Donc déjà en termes de round trip DB, on est bien, parce que c'est toute la DB qui me fait tout. Je récupère à la fin ma data. Le cas un peu particulier avec les tags, vous le voyez ici, ça va juste mettre l'ID du tag et faire la requête de jointure dans cette partie-là. Et donc ça, avec une seule requête. Donc en fait, notre code devient vraiment des inputs qui se transforment en SQL. Le résultat revient dans des objets métiers que j'utilise. Donc,
C'est encore une fois ennuyeux si on veut, mais ça me permet de faire exactement ce dont j'ai besoin. Et on va utiliser grâce à ça toutes les super fonctionnalités d'SQL, parce que très souvent est oublié par les personnes que SQL a évolué depuis la version que tout le monde connaît ensembliste de 92. Il y a plein de super features qui sont apparues et qui nous permettent de faire des choses encore mieux que ce que j'ai vu à la fac, pour vous dire. Donc, ces évolutions-là, on les utilise, et je les ai déjà utilisées dans le slide d'avant, c'est les Common Table Expressions. Ça date de 99, donc ça a 23 ans aujourd'hui. Donc, généralement, vos moteurs de BDD les supportent, et c'est ce que vous voyez en haut. C'est en fait la manière d'écrire des requêtes et d'utiliser les résultats. Au lieu de faire des requêtes imbriquées qui sont un peu complexes, là, vous allez avoir les choses bien décrites, nommées, ça c'est important pour savoir ce que ça fait, et vous allez pouvoir avoir cette donnée en amont et l'utiliser dans la requête finale. Ce qui est d'autant plus pratique, c'est que les moteurs peuvent optimiser les choses parce qu'ils savent que cette requête n'a pas de dépendance à une autre partie du système. Donc l'arbre d'exécution du moteur du SGBD va être plus performant. Donc vraiment, ça c'est une super feature. Une autre feature dans l'application de podcast, c'était des stats. Je ne vous cache pas, c'est une feature qui ne sert à rien si ce n'est à lire des stats, mais aussi à démontrer un cas d'usage sur du SQL. Donc en fait, mon idée, c'était d'avoir les informations pour voir si les téléchargements se passent bien tous les jours. Ok, je ne suis pas obligé avec Juke et en SQL d'avoir des données qui sont seulement des choses qui ressemblent à mes lignes. Je peux avoir ici sur de la statistique des tuples qui vont contenir une info liée au podcast, un trunk sur la date, parce que j'ai besoin de faire des group by sur la date, et une valeur. Techniquement, j'ai aucun objet métier au sens data qui ressemble à ça. Je fais une requête qui me permet de créer une nouvelle chose. Et donc ça, la requête à la fin, elle ressemble à ça. Donc c'est juste adapté, ça se ressemble beaucoup, hein. C'est juste une requête adaptée avec le moteur SQL. Et ça va nous permettre donc de d'avoir ces résultats dans la vue. Donc je vais fournir ça avec du JSON et autres comme vous le voulez. Et donc j'affiche mes statistiques. Quand je donne des formations sur cette partie-là, derrière l'exercice, c'est maintenant on fait la même chose, mais on agrège les datas. Vous savez, pour voir un graphe où vous avez une montée continue des datas, on ne fait pas que on fait l'accumulation de tous les jours au fur et à mesure. C'est un peu ce qu'on voit sur Covid Tracker quand ça monte. Mais ça, généralement, les personnes réagissent toujours en disant c'est bon, j'ai la data, je peux le faire in memory. Avec un stream Java, je vais accumuler, je vais faire mes groupings et ça va super bien marcher. Non, ne faites pas ça, parce que votre langage, la JVM est top, mais elle ne sera jamais aussi performante pour faire ça que le moteur de SGBD que vous avez derrière, qui est lui fait pour traiter la data et qui a la data à cet endroit-là. Donc il va vous retourner plus rapidement aussi avec les round trip réseau, moins d'informations. Et une feature de 2003, qui est le hover, va vous permettre de faire ça très facilement. Si on regarde la partie Juke, j'ai juste changé cet élément-là par rapport à la requête précédente, ce qui est assez pratique. On peut faire évoluer le système. Et on va de suite regarder la partie SQL qui est plus intéressante. C'est quasiment la même chose. C'est juste un sum sur le count et je vais faire un hover. Et pour vous montrer comment ça fonctionne, le hover, il faut lire la doc pour savoir comment ça fonctionne. Ce qui est pratique avec Juke, c'est que vous avez l'autocomplétion. Donc sur le hover, vous faites point quelque chose, votre IDE vous donne les 400 paramètres possibles avec tous les cas d'usage. Donc ça, c'est vraiment top. Et derrière, là, le hover va faire une partition sur les datas qui sont retournées. Donc on est dans le select, on est dans le mapping qui s'effectue à la fin. On partitionne sur le type du podcast, RSS dans ce cas-là. Je fais un truncate de ma date, j'ordonne ma date, qui a déjà été truncate au coup d'avant. Donc là, comme ça, je les prends dans l'ordre que je veux. Et ensuite, je fais le row between unbounded preceding and current row. Je vais le lire dans l'autre sens, entre la ligne courante et la première de tout depuis le début. Ok, la première et la première, ça fait la première. Donc la somme de 2, ça fait 2. On fait ça sur la ligne suivante. L'actuelle, c'est cette valeur-là, 3. Et la première, c'est 2, donc 3 plus 2, 5. Et celle-ci, 1, mais on va remonter avec la précédente et la précédente, donc jusqu'à la première. Ça fait 6 à la fin. Et donc là, on a l'intégralité de nos data. Et on a généré cette nouvelle value d'éléments accumulés. Et ensuite, le SQL va passer à la partition suivante. Donc encore une fois, un élément qui va nous permettre de faciliter au niveau de notre code. On ne va pas faire ça au niveau Java, on va le faire directement au niveau SQL. Autre élément, imaginez vous avez une syntaxe propriétaire
dans votre SGBD qui vous amène une killing feature qui répond à votre besoin, mais Juke ne la supporte même pas parce que c'est pas encore prêt, parce que c'est pas là. Et ben moi j'adore PG. C'est pour moi la meilleure DB open source avec plein de killing features, dont une qui est le JSON-B. Juke ne le supporte pas nativement. On va voir comment on va faire ça. Alors tout d'abord, pour vous présenter le JSON-B, c'est un type qui va vous permettre de représenter du JSON dans votre BDD à l'origine relationnelle. Ça va être un champ dans mon cas, que je vais déclarer. Là, j'ai mis une valeur par défaut. Moi, je m'assure la non-nullité de l'élément. Et ensuite, et surtout qu'il y a une valeur parce qu'il n'est pas marqué non nul. Et ensuite, je vais avoir des opérateurs. Et ces opérateurs, oui, je vous l'accorde, ils ne sont pas parlants. Quand vous voyez un dièse chevron, vous ne savez pas ce que ça fait. Et moi non plus, je les oublie à chaque fois. Mais par contre, ce que ça va vous permettre, donc, vous, en termes d'utilisateur, c'est de stocker du JSON. Et l'avantage, c'est que ce JSON B, c'est du binaire. Donc, vous allez pouvoir mettre des index sur des JSON. Donc, le parcours de ces éléments-là vont être performants. Et donc, vous allez pouvoir faire des requêtes qui vont aller taper dans des sous-objets de ce JSON-là. Et Juke peut les utiliser. Même s'il ne les supporte pas, vous allez pouvoir étendre Juke avec des méthodes statiques. C'est un peu le 101 de Java. Votre premier code Java, c'était un main statique. Ben là, vous allez faire la même chose avec Juke, avec une méthode statique, et vous allez définir l'utilisation de l'opérateur. Donc là, vous avez le JSON pass, le ASCII, et je vais les utiliser dans la partie hot comme si c'était du Juke natif. Rien de particulier. Si vous faites du Kotlin comme moi, c'est encore mieux. Il y a des function extensions. Donc on peut mettre ça sur les types qui vont bien pour avoir une lecture encore plus fluente avec le pass ou le ASCII. Donc en plus, c'est sur les champs des éléments statiques que vous allez pouvoir étendre l'API. Et derrière, le code généré, encore une fois, c'est ennuyeux. C'est exactement ce à quoi on s'attend. Il n'y a pas de magie. Derrière, Juke va vous permettre d'éviter les SQL injection et ce genre de choses dans ce cas-là. Par contre, faites pas de conneries, hein, faites pas de concaténation de strings, c'est là où vous pouvez péter le système. Mais par contre, vous avez vraiment ce que vous attendez. Et donc, dans ce cadre-là, pour moi, PG devient le meilleur moteur SQL et aussi le meilleur moteur NoSQL pour gérer de la data non structurée et pour pouvoir faire un peu tout ce que je veux. Donc à la fois des liens, de l'acidité et ce genre de choses, et de l'objet au sens JSON du terme, stocké dans ma DB. Donc c'est vraiment super pratique et je peux le taper directement avec mon framework. Donc ce talk, il était à propos de Juke. Mais Juke, c'est à propos du SQL et c'est vraiment central. C'est-à-dire si vous lisez le code de Juke, ça ne parle que d'SQL. La documentation de Juke, quand vous ouvrez le code des méthodes, vous voyez, moi je lis très souvent d'abord le code de Juke au-dessus d'une méthode pour comprendre ce que ça fait. Ensuite, je vais lire la doc de PG pour voir ce que ça fait un peu plus précisément dans mon contexte. Mais les éléments, ils parlent d'eux-mêmes et c'est super pratique d'avoir ça. Et donc, Juke devient un levier pour apprendre le SQL. Même si vous n'avez pas forcément toutes les notions dans ce monde-là, c'est vraiment pour démarrer quelque chose d'hyper pratique. Et on pourrait se demander pourquoi c'est si important d'apprendre le SQL aujourd'hui. Parce que c'est déclaratif, c'est l'élément de départ de la présentation. Le SQL étant déclaratif, une requête qui a été écrite en 92 sur un truc qui n'existe, un moteur de BDD qui n'existe peut-être même plus, avec une syntaxe standard, peut tourner aujourd'hui sur le dernier PG sorti. Parce que c'est déclaratif, il n'y a aucun détail d'implémentation dans cette requête. Et donc aujourd'hui, le SQL, il est partout. Si vous prenez BigQuery, l'une des DB d'analytics la plus performante, ils avaient, côté Google, fait un truc qui n'était pas du SQL, ils sont revenus en arrière, ils ont fait du SQL. Donc maintenant, il y a du vrai SQL dans BigQuery. Spanner, qui a implémenté d'ailleurs très récemment l'API de Postgres. Donc vous pouvez taper du Spanner comme si c'était du Postgres. Redis fait du Redis SQL. Apache Drill, PrestoDB, qui permettent de faire de l'interrogation multi-DB et autres, c'est du SQL. Même chez JetBrains, dans DataGrip, ils vous permettent de faire du SQL pour taper du Mongo. Alors c'est dans l'IDE, hein, mais au moins vous n'avez pas à apprendre, je ne comprends pas pourquoi Mongo n'a pas fait du SQL d'ailleurs, mais vous pouvez avoir cette facilité, ce langage, en fait, qui devient le langage de la data. C'est, vous faites du SQL, vous savez que vous allez manipuler de la data et ça se retrouve à tous les niveaux. Donc Juke n'est pas encore compatible avec tout ce que je vous ai montré, tous ces trucs dans le cloud ou des Apache Drill, PrestoDB, mais ça va venir, ça va arriver parce que
Si c'est du SQL, vous allez pouvoir avoir une syntaxe, un dialecte qui va être implémenté. Donc si ce n'est pas aujourd'hui, ça arrivera un jour. Mais utiliser Jook, encore une fois, et je le répète, ça va vous permettre, avec tous ces systèmes, d'apprendre le SQL et de pouvoir porter votre connaissance sur n'importe quel système de données. Donc vous allez comprendre et apprendre tout ça au niveau du SQL. Donc cette présentation était à propos de Jook, à propos du SQL, et j'ai essayé de partager, et le mot est peut-être fort, mais mon amour pour ces deux technologies-là, et j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Une question, et il y a des stickers si vous voulez, et si vous scannez le QR code, vous avez des swags disponibles. Question, est-ce qu'il y a du monde? Il y a des mains là-bas. Non, en fait, ça ne lit pas ta DB au sens tes tables et tes données dedans, ça lit le schéma information, donc ça va très vite. Franchement, c'est si tu tapes, moi c'est des 10, ouais, une seconde grand max sur des schémas standards, et si tu tapes 10 secondes, je pense qu'il y a un problème et tu peux ouvrir une issue. Parce que le schéma information, limite ta DB, elle doit avoir plus de mal à servir tes datas qu'à servir le schéma information. Donc non, ça va très rapide. Et si tu utilises, mode pub, si tu utilises des éléments côté Gradle, en plus tu as de la gestion de cache. Donc si quelqu'un l'a déjà buildé pour toi avant, tu peux le récupérer, tu vas pas le refaire. Donc ça peut être top. Bon, une dernière. Ah. Ouais. Alors je vais répéter la question pour l'audio, ce que j'ai oublié tout à l'heure. Comment on gère ce code généré? Comme tu veux. Soit tu le génères dans ton build tool de manière automatique à chaque fois que tu travailles, ça marche, soit tu le commits. C'est vraiment en fonction des envies et des besoins. Il n'y a pas une bonne manière de faire, il n'y a pas de données sensibles, tu peux le faire. Si tu n'as pas envie de t'embêter, tu veux avoir un checkout run sans problème, tu peux le faire. Sinon, après, dans ton build tool, il faut que tu mettes le fait d'avoir une DB disponible. Donc c'est vraiment au choix. Moi, perso, je rebuild, mais j'ai l'avantage d'avoir des systèmes en plus de caching qui vont me le permettre. Donc c'est au choix. Il n'y a pas de meilleure pratique. Merci à vous, vraiment.